Elle. Normalement, vous devez voir mon écran. Voilà, ben, écoutez, on va commencer par une petite prière, comme d'habitude, pour élever nos pensées vers Dieu notre Père, vers tous ces esprits qu'il nous envoie pour nous assister sur notre parcours pendant cette incarnation, pour pouvoir apprendre, devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, construire un lendemain meilleur, plus heureux. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, pour examiner aujourd'hui un nouveau chapitre de ce cours, notamment sur les lois morales. Aujourd'hui, c'est la loi de reproduction, le mariage, le célibat, l'avortement, des questions qui sont importantes pour notre quotidien, que nous puissions bien comprendre tous les principes des lois de la nature concernant ces sujets, et que nous puissions aussi les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, aider les gens autour de nous qui se posent ces questions-là, et que ce cours puisse également être utile pour les esprits qui pourraient nous accompagner aujourd'hui. Voilà. Donc, vous devez voir mon écran, donc 15 octobre, hein, on est toujours dans les lois morales, hein, les lois divines, les lois naturelles, et c'est le module 16, loi de reproduction. Donc, il y a plusieurs composantes à ce cours d'aujourd'hui. Donc, il y a le mariage et le célibat. Il y a les obstacles à la reproduction, donc c'est la contraception. Et il y a la question de l'avortement. Donc, on va essayer de... Bonjour Jackie. On va essayer de... Bonjour Renaud. On va essayer de faire le tour de ces questions-là, voir ce que les esprits nous en ont dit et comment est-ce qu'on peut raisonner. Donc, voilà le fascicule. Christophe vous a montré la dernière fois, hein, si vous le voulez imprimer, c'est possible de l'avoir chez Pipineau à socardec.fr. Hein, ça y est, on l'a imprimé cette année. Donc, c'est pour faire comprendre cette loi de la reproduction, hein, soulignant aussi les conséquences physiques et morales quand on y déroge, quoi. Hein. Voilà, la loi de reproduction. Bon, s'il n'y avait pas cette loi de reproduction, c'est tout simple, hein, on ne serait pas là. On ne serait pas né. Hein, c'est donc la reproduction qui permet donc de reproduire les espèces et puis aux esprits de se réincarner pour venir évoluer. Hein. Moi, je remercie encore aujourd'hui mon père et ma mère de m'avoir fabriqué, entre guillemets, un corps dans lequel je puisse me réincarner pour pouvoir évoluer, quoi. Hein, donc, c'est la base de la loi de reproduction, elle est là. Donc, on va regarder cette question de mariage du célibat. On va voir pourquoi aussi la monogamie est une loi de nature plutôt que la polygamie. On va réfléchir sur les inconvénients de l'abolition et de la dissolution du mariage, une tendance qu'on observe un peu aujourd'hui avec des familles recomposées N fois, une ou plusieurs fois, etc. On va analyser donc les contraceptifs et on va analyser aussi l'avortement sous l'optique spirit ou spiritualiste. D'accord? Donc, c'est dans les questions 696 du livre des esprits. On nous explique que l'union libre et fortuite des sexes est l'état de nature. Hein. C'est comme ça, c'est ce qu'on voit chez certaines, même pas toutes les espèces animales, hein, certaines espèces animales, effectivement, il y a un instinct de reproduction, un mâle qui rencontre une femelle, voilà, et ça se produit comme ça. Et donc, c'est l'état de nature. Hein. Mais le mariage, c'est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines, hein, parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions diverses. Donc, le mariage, effectivement, existe. Quand on va de l'Orient à l'Occident, évidemment, maintenant, les traditions se sont propagées un peu partout, même avant qu'il y ait les voyages, avant que les traditions se propagent,
Mais cette institution du mariage, elle existait, je ne veux pas dire instinctivement, mais elle existait partout, hein. Tous les peuples, toutes les cultures l'avaient adoptée. Et les esprits, là, ils nous disent un truc important, c'est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines, parce qu'il établit la solidarité fraternelle, hein. Et donc, quel est le but du mariage? Ben, c'est de nous apprendre à vivre en société. Au début, on vit d'abord dans une société réduite, hein, qui est la famille, hein, donc dans laquelle doit se retrouver cette solidité fraternelle. Fraternelle, ça vient de frères et sœurs, hein, donc la solidarité entre frères, sœurs, parents, grands-parents, etc., hein, ça crée quand même un lien particulier, hein, même si on reconnaît que dans toutes les familles, les relations ne sont pas toujours harmonieuses, hein. C'est le but généralement de la famille, au sein d'une famille, il existe quand même cette solidarité fraternelle plus poussée que en dehors de la famille. Donc ça veut dire que quelque part la famille, c'est un peu une cellule de base qui nous aide euh, à vivre en société, hein, et à vivre euh, l'avenir, ce sera la grande famille universelle qui sera la famille humaine, hein, la fraternité s'appliquant non seulement au sein de la famille consanguine physique, mais aussi de façon beaucoup plus large. Donc, c'est la famille, c'est une espèce d'exercice pour nous apprendre à vivre en fraternité, solidairement les uns les autres. D'accord? Aimez-vous les uns les autres au sein de la famille, mais pas que. D'accord? Mais c'est au sein de la famille qu'on apprend, hein. Voilà. Euh, dans la famille aussi, alors j'ai dit que des fois, c'était pas toujours très harmonieux. Beaucoup d'esprits, comme on l'a déjà vu, hein, se réincarnent dans la même famille pour diverses raisons. Première raison, c'est parce qu'ils ont des affinités, parce qu'ils s'aiment bien, des gens, des êtres aimés, des esprits qui s'aiment, qui se réincarnent dans la même famille en tant que époux, épouse, ou même en tant que parents, enfants, hein, pour continuer à travailler ensemble entre esprits qui s'entendent bien. Donc ça, c'est les familles où généralement règnent des relations harmonieuses. Par contre, il peut aussi y avoir d'autres raisons pour lesquelles on se réincarne dans la même famille. C'est des esprits qui doivent se faire pardonner les uns les autres, hein, qui se sont commis de tort, et donc qui font que, au sein de la même famille, hein, par exemple par l'instinct paternel, l'instinct maternel, les parents prennent soin des enfants et l'esprit de l'enfant, dans son innocence et tout, voilà, il lui apporte beaucoup de bienfaits, alors que dans le passé, ces esprits-là ont pu se commettre des torts sérieux. Et on arrive à comprendre que grâce au fait qu'ils vivent en famille, entre parents et enfants, qu'il y a cet instinct paternel et maternel qui s'éveille en eux, ça va les aider à se réconcilier, hein. D'accord? Tu m'as fait beaucoup de mal dans une vie passée, mais dans cette vie-là, tu t'es vraiment bien occupé de moi, tu t'es dévoué à moi, de mon éducation, etc. Ou tu m'as assisté dans mes vieux jours, etc. Donc, le fait de se réunir en famille permet aussi, donc, c'est un des moyens qui aide des esprits à se réconcilier. Voilà. Et sinon, bon, bah, la famille, c'est aussi une solidarité au point de vue matériel, hein, parce que voilà, il faut un toit, il faut s'alimenter, il faut s'habiller. Voilà. Aujourd'hui, bon, c'est un petit peu un des facteurs qui fait que les couples souvent se dissolvent, parce que moi, je vois ma mère, ben, elle travaillait pas, donc elle était indirectement dépendante de mon père. Donc voilà, même si ça se passait bien, qu'elle avait aucune intention de le quitter ou quoi, beaucoup de couples, voilà, quand il y avait que le père qui travaillait, hein, c'était la dissolution, même quand il y avait des facteurs de mésentente pour la favoriser, ne se faisait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, au contraire, c'est une bonne chose que l'homme travaille, le père travaille, la mère travaille, comment dire, les membres de la famille sont un peu plus indépendants, ce qui fait que, d'un autre côté, il y a beaucoup de couples qui se dissolvent, hein, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou tiens, j'ai trouvé mieux ailleurs, etc. Les couples souvent se dissolvent et puis se recomposent, et on trouve beaucoup de familles recomposées aujourd'hui. Donc c'est quelque chose
qui est apparu ces dernières décennies, hein, et qui se multiplie. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ben, on peut effectivement, on va y réfléchir. Si je continue, donc voilà. Alors, il y a des conditions diverses. Alors, la polygamie, la monogamie, je crois qu'on va le voir un peu plus bas. Il y a quand même des gens qui choisissent de rester célibataires et de ne pas se marier, hein. On peut citer des exemples. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Jésus, c'est pas marié. Léon Denis, c'est pas marié, hein. L'abbé Pierre, c'est pas marié. Est-ce que vous avez d'autres exemples? On en trouvera certainement plein en réfléchissant un peu, hein. Gabriel Delanne, c'est pas marié. Alors, j'ai cité beaucoup de spirites, c'est ceux qui me sont venus en tête à ce moment-là. Bon, comment il s'appelle? Le curé d'Ars, c'est pas marié. Des ecclésiastiques ne se marient pas. Les nonnes ne se marient pas, hein. Donc, il y a différentes raisons qui font que, il y a un choix de rester célibataire. D'accord, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est méritoire de rester célibataire? Ben, tout dépend de la raison pour laquelle ce choix est fait, hein. Si c'est ah, moi je supporte pas les bonhommes ou moi je supporte pas les bonnes femmes, c'est pas câblé pareil, comme je l'ai entendu parfois chez certains, hein. Ben là on voit que c'est pas forcément une attitude très constructrice, hein. C'est plus une attitude d'égoïsme, de dire ben non, non, moi je veux pas, je veux rester seul, etc. Délibérément parce que ça m'embête, parce que ça va me coûter de l'argent, parce que ça va me prendre la tête, parce que si, parce que ça, hein. C'est ce qu'on entend. Donc, ce genre d'argument, c'est clair que les motivations qui sont derrière ne sont pas toujours franchement légitimes. D'accord? C'est plus des motivations d'égoïsme qu'autre chose. Je veux rester libre, etc. Par contre, il y en a d'autres, par exemple, le curé d'Ars ou même Léon Denis, ou Divaldo Pereira Franco, ou Chico Xavier, tiens, j'en ai d'autres qui sont venus. Pourquoi ils sont restés célibataires? Eh bien, c'est parce que, comment dire, ils avaient une mission qui était différente, quoi. Ils voulaient se consacrer vraiment à plein temps à cette mission, hein. Et donc, cette mission qui leur demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, de voyages et autres, n'était pas forcément compatible avec un foyer, avec des enfants à élever, avec du temps à consacrer à d'autres choses. Mais voilà, ils ont renoncé en fait aux joies de la famille, entre guillemets, pour réaliser leur mission. Donc là, on voit que la motivation est différente. Ce n'est pas une motivation d'égoïsme, c'est au contraire une motivation plutôt altruiste, quoi, qui n'est pas dans le noyau familial, mais qui est plus large, quoi, au niveau de l'humanité. Kardec avait aussi une mission, mais il s'est marié quand même, hein, avec Amélie Boudet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ben, c'est que, en fait, c'était une mission pour les deux, hein. Lui qui jouait un rôle, et puis Amélie qui a joué un rôle aussi, hein. Il y en a beaucoup qui l'appellent Henri Sauce ou Delane, hein, la femme de l'Évangile, hein. Celle qui était toujours derrière son époux pour l'encourager, pour l'aider à surmonter les coups durs, pour l'aider à persister quand il chancelait un petit peu dans les moments difficiles, voilà. Donc là, on voit que donc le mariage n'est pas forcément incompatible avec une mission. Ils n'ont pas eu d'enfant naturel, ils avaient adopté une petite fille, hein, bon, pas adopté, mais ils élevaient une petite fille, mais qui est décédée à 10 ans, parce que pareil, c'était le fait d'avoir une famille avec une petite fille aurait peut-être fait que Hippolyte Rivail ne s'intéresse pas au phénomène des tables tournantes et accomplisse la mission qu'il a fini par accomplir, hein. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas liées au hasard. Elles sont en général programmées par nous avant de nous réincarner, hein. C'est nous qui choisissons avant leur réincarnation de se marier ou pas, et aussi avec qui on va se marier. D'accord? Ce sont des engagements qu'on prend en général avant de se réincarner. Voilà. Et donc, cette question 699, ben, tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme, ça élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Donc, le célibat, voilà, il y a deux côtés, hein. Il y a un côté, parfois la motivation n'est pas très justifiable, mais parfois elle l'est, hein. Donc, voilà. C'est pareil au niveau des prêtres et des nonnes, hein, qui ne peuvent pas se marier. Bon, ça c'est
un peu une particularité de la religion catholique et de certaines autres religions, hein, qui ne permettent pas, voilà, qui sont mariés, les nonnes qui sont mariées avec Dieu ou avec Jésus, et puis les prêtres. Voilà. Bon, on voit tout de suite, on le voit clairement quand on analyse ce qui se passe. Il y a des avantages et des inconvénients, hein. Si des fois, c'est un peu contre nature, hein. Je me rappelle de la chanson d'Annie Cordy qui parlait de la bonne du curé, hein, ou toutes les choses qu'on a pu voir aussi, les problèmes de pédophilie qu'il y a pu y avoir ici ou là, montrent que cette imposition, comme le fait l'Église catholique, c'est pas forcément une bonne chose non plus. D'accord? Et un autre argument qu'on peut avancer, c'est le prêtre n'étant pas marié, n'ayant pas cette expérience, le curé plutôt, ou l'abbé, comment peut-il aider, par exemple, des personnes qui viennent le voir pour leur demander des conseils à ce sujet? Il n'a pas d'expérience, donc voilà, hein, il n'a pas d'autorité, entre guillemets, il ne sera pas en situation de pouvoir les aider comme il faut. D'accord? Alors, ce n'est pas la même chose dans d'autres religions, par exemple les protestants, hein, je pense que les prêtres protestants peuvent se marier, enfin peut-être pas tous, mais enfin bon, voilà, hein. Le fait de l'imposer, on voit clairement que ce n'est pas une bonne chose non plus. Voilà. Alors, la polygamie et la monogamie. Bon, la polygamie, c'est une coutume qui existe dans certains pays encore aujourd'hui, hein, notamment des pays musulmans ou dans certaines tribus. Mais est-ce que la polygamie est conforme à la loi de la nature ou pas, à votre avis? Sur 100 enfants qui naissent, quel est le pourcentage de garçons et quel est le pourcentage de filles? On va faire un raisonnement tout simple, c'est à peu près 50-50, hein, à très peu de choses près. Donc, la polygamie, ça veut dire qu'il y a un homme qui a plusieurs femmes, d'accord? Donc, indirectement, ça veut dire qu'il y aura plusieurs hommes qui n'auront pas de femmes. D'accord? Puisqu'on est 50-50. Donc, rien que ce raisonnement-là nous montre que la polygamie, c'est quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas quelque chose qui est en harmonie avec les lois de la nature. Et on le voit souvent dans ces traditions-là, c'est plus, comment dire, l'autorité qui impose des choses, etc. Voilà. C'est pas une bonne chose. Ou l'inverse, ouais, c'est vrai, hein, parce que la polygamie, effectivement, Stéphane, fonctionne dans les deux sens. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose, hein. Et donc, les esprits le confirment, hein, ils disent que l'abolition de la polygamie, c'est un progrès social. C'était une loi humaine, hein, qui donnait un certain privilège, par exemple, aux hommes, hein. En l'occurrence, la plupart du temps, c'était ça. Mais toutes les lois humaines ne sont pas toujours en accord avec les lois de la nature. Et puis, avec le temps, ces lois humaines s'adapte quand même, hein, s'ajuste aux lois de la nature. Et c'est le cas pour la couple polygamique, donc qui n'est pas autorisée dans notre pays. D'accord? Et l'autre point de vue, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le mariage, c'est essentiellement pour nous apprendre à vivre en société, mais c'est aussi pour nous apprendre la loi d'amour. C'est pour nous apprendre à aimer, hein. Le but d'un mariage, alors c'est là où, par exemple, le spiritisme s'ouvre plus large, que ce soit un mariage hétéro ou un mariage entre deux hommes ou un mariage entre deux femmes. Alors, il y a la reproduction qui fait partie du sujet, donc ça c'est un aspect, mais l'autre aspect, c'est avant tout de nous apprendre à aimer notre prochain, à aimer notre partenaire, hein. C'est pour nous apprendre cette loi d'amour. Et donc, le fait qu'il y ait deux hommes ou deux femmes qui s'unissent, à partir du moment où cette loi d'amour existe, ils peuvent même adopter des enfants, ce sera des couples très harmonieux où chaque esprit s'épanouira et évoluera de façon parfaite, parfois beaucoup mieux que dans un couple hétérosexuel où règne la discorde, où il y a des disputes incessantes, voire de la violence, etc. Vous voyez, donc l'essentiel, là, c'est la loi d'amour. Mais dans la polygamie, hein, ce que disent les esprits, il n'y a pas d'affection réelle, il y a plus de sensualité que d'affection. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi comment dire, la polygamie, c'est donc quand un homme est marié avec plusieurs femmes, hein, légalement. Mais il y a aussi, comment dire, ce qu'on peut voir aujourd'hui, un petit peu la libéralisation des mœurs avec
des personnes qui, même en vivant à deux, ont parfois plusieurs partenaires, etc. Et donc la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour dans ce genre de relation? Et bon, il peut, effectivement, dans certains cas, y en avoir, mais le plus souvent, quand on regarde bien, il n'y a que de la sensualité. Donc il n'y a que vraiment des plaisirs d'ordre matériel, mais cet amour d'esprit à esprit, en général, ne préside pas ce genre d'attitude et ce genre de relation. Hein. Je crois que l'amour fait partie aussi du respect, et donc, enfin, le respect, pardon, fait partie de l'amour. Et bon, voilà, quand il y a des maîtresses ou ce genre de choses, forcément, on peut se poser la question, qu'est-ce qui motive vraiment tout cela? Et c'est clair que dans une grande majorité des cas, c'est vraiment que la sensualité. Voilà. Donc, est-ce que la loi de nature, est-ce que le mariage s'est fait pour développer la sensualité? Non, c'est pour développer l'amour, pour nous aider à aimer. D'accord? Et donc là, le point suivant, question commentaire de Kardec, c'est le raisonnement que je vous ai fait au début. Hein. S'il y avait, comment dire, plus de garçons qui naissent que de filles, ce serait peut-être compréhensible, mais non, la nature fait que c'est 50-50 à peu de choses près. Donc voilà. Et encore là, on voit qu'il y a certains abus, hein, comme par exemple ce qu'on avait pu voir à un moment donné en Chine, voire même en Inde, hein, où, comment dire, pour éviter la dot, les filles parfois se font, enfin, on avorte les filles et on laisse naître les garçons. En Chine aussi, avec l'enfant unique, ils préfèrent avoir un garçon qu'une fille. Ça a pu créer certains déséquilibres, mais c'est pas la nature qui a fait ça. C'est là encore, c'est l'humain, et souvent aussi par des motivations égoïstes. D'accord? Donc, voilà, la polygamie ne peut pas être une loi de nature. Voilà. L'abolition du mariage, ce serait un retour à l'enfance de l'humanité, et ça placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. Ah oui, vous avez, alors on peut citer des exemples, il me semble que c'est les manchots, hein, les couples se forment et puis restent les mêmes. Au niveau des canards, hein, le canard et la cane qui s'unissent, restent unis. Hein. Et il y a certains animaux qui sont, entre guillemets, aussi monogames. Enfin, il n'y a pas cette union libre et fortuite des sexes dans le sens de la loi de reproduction. Ce n'est pas toutes les espèces animales, mais certaines fonctionne déjà comme ça. Mais pour l'être humain, voilà ce que la loi de nature tend à nous encourager à faire, c'est justement ça. Hein, c'est le mariage, la famille, pour apprendre l'amour du prochain. Voilà. Alors, on va parler de la contraception. Tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à la loi générale. Ça, c'est une affirmation générale qui est un peu brute de forge, un peu directe. Hein. Ouais, en générique, on peut dire que c'est vrai. Hein. Euh, mais parfois, l'homme entrave quand même. Il intervient dans la nature. Hein, il intervient dans la reproduction, par exemple, la chasse, de réintroduire des prédateurs. Il voit qu'il y a des déséquilibres qui se produisent dans certains cas. Il cherche à les rééquilibrer, etc. Donc, souvent, l'homme, même très souvent, hein, l'homme intervient dans la marche de la nature. Et au niveau de la contraception, c'est pareil. Hein. Moi, je crois que mes grands-parents, ils avaient tous 7, 8, 9, 10 frères et sœurs. Hein. C'était des très, très grandes familles. Au niveau de mes parents, c'était déjà beaucoup moins. Hein. Et puis aujourd'hui, on en est, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 1,8 ou 1,9 enfants par famille en France. Quoi. Donc on est un peu en dessous pour maintenir la population constante, il faudrait 2,1 ou 2,2. Donc on est un petit peu en dessous. Et il y a certains pays en Europe où on est même encore plus bas. Hein. Alors pourquoi est-ce que, il y a moins d'enfants? Parce qu'il y a la contraception, donc ça peut être volontaire. C'est aussi lié à des perturbateurs endocriniens qui réduisent la fertilité. Ça peut être lié aussi à des difficultés matérielles. Euh,
voilà, hein, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Et c'est là où donc ils mettent un bémol, donc c'est dans la question 693, donc vous voyez juste dans la même hein, que celle qui donne cette phrase générale qu'on vient de voir, et où on nous dit que Dieu a donné à l'homme sur tous les êtres vivants un pouvoir dont il doit user pour le bien, mais non abuser. Donc vous voyez, ça met un bémol parce qu'on dit qu'on peut intervenir sur la marche de la nature, mais sans abus, sans en abuser, quoi. Voilà. Il ne doit pas l'entraver sans nécessité. C'est-à-dire, ben, la contraception, on peut prendre des contraceptifs, donc le spiritisme ne le rejette pas, mais il ne faut pas que ça se fasse si ce n'est pas nécessaire, quoi. Si c'est juste par commodité ou d'autres raisons. Et à ce sujet-là, je vous citerai un petit exemple qui nous concerne. Hein. Quand au début du mariage, ben, il n'y avait pas d'enfants, et on a eu dans la famille un problème de perturbation spirituelle, pour le dire comme ça. Et quand on est allé dans un centre spirit, c'était au Brésil, pour demander de l'aide, une des premières questions que la personne qui nous a reçus nous a posées en disant, est-ce que vous prenez la contraception, hein? Est-ce que vous évitez volontairement d'avoir des enfants? Alors, ce n'était pas le cas, hein, mais on lui a quand même demandé pourquoi vous nous posez cette question. Et il nous disait, ben, vous voyez, souvent dans le monde spirituel, on prend des engagements, hein, déjà pour se marier. Ensuite, on prend des engagements vis-à-vis d'un certain nombre d'esprits pour les accueillir et leur permettre de se réincarner dans notre famille. Hein. Et donc, si par exemple on pousse l'avortement trop loin, hein, pour raison X, Y ou Z, eh ben, ces esprits envers lesquels on s'était engagé pour les accueillir dans notre famille, ben, ils vont venir frapper à la porte en disant hé, oh, tu m'avais promis. Et il disait clairement que ça pouvait être parfois une source d'une perturbation spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer que, bien sûr, chacun est libre d'aller dans la contraception. Hein, c'est la loi de liberté qui intervient ici. Mais s'il y a eu des engagements antérieurs, il faudra quand même qu'on les assume tôt ou tard. Hein. Et le fait de refuser de les assumer, ben, si l'esprit de l'enfant, c'était un bon esprit, ben, bon, il ne nous embêtera pas plus que ça, mais on aura perdu l'occasion d'avoir un enfant, un bon enfant, quoi, précieux dans la famille. Et si c'est un esprit un peu plus rebelle, ben, il pourra peut-être être un peu plus incisif et puis perturber, voire même obséder le père ou la mère, d'ailleurs, hein, les deux. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire comprendre un peu les raisonnements à faire dans ce genre de considération. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, on fait plus il n'y a plus de familles de 10, 11, 12 enfants. Hein. Voilà, l'augmentation de la population s'est quand même stabilisée. On voit très bien avec notre planète les ressources qui se limitent et tout, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Si ça continuait comme ça, on serait peut-être déjà 20 ou 30 milliards sur la Terre. Donc voilà. C'est là où on voit que ben, c'est quand même à bon escient hein, que le nombre, que la natalité a baissé et que le nombre d'enfants par famille se réduit. Et ça vient en général avec l'éducation, hein, puisque moi, j'ai connu, quand je suis arrivé au Brésil dans les années 80, ben, ils étaient encore à 4, 4 et demi. Et aujourd'hui, ben, ils sont en dessous de 3. Hein. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de l'éducation, la natalité baisse un peu partout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Affichage, largeur de la page. Voilà, ça va mieux comme ça. D'accord? Donc, la contraception, oui, hein, mais pas sans nécessité, pas de façon abusive. L'action intelligente de l'homme est un contrepoids établi par Dieu pour ramener l'équilibre entre les forces de la nature, et c'est encore ce qui le distingue des animaux, parce qu'il le fait avec connaissance de cause. Alors, là, on parle de la nature, on peut parler de barrages, on peut parler de ponts, on peut parler d'assécher des marais, on peut parler de plein de choses. Hein. Ce n'est pas uniquement dans la reproduction. Hein.
Mais les animaux eux-mêmes concourent aussi à cet équilibre, donc c'est ce qu'on appelle les écosystèmes, hein. Je me souviens dans les Vosges, ben, quand on remonte un siècle en arrière, il y avait des loups, il y avait des vipères, il y avait plein de choses quoi, qui ont fini par disparaître parce qu'on avait considéré que c'était des espèces nuisibles. Je pense même que, je ne sais pas s'il y avait des ours, ça ne me dit rien. Et donc, plus récemment, ben, quand j'étais jeune, ils ont réintroduit des chamois, hein. Et d'un coup, la population de chamois, il y en avait trop. Donc, soit ils autorisaient ben, d'en abattre quelques-uns par des chasseurs, soit ben, ils ont réintroduit le lynx, qui existait aussi dans les Vosges, et donc qui est un animal donc, qui maintient l'équilibre dans ces populations de chamois. Donc aujourd'hui, notre intelligence nous permet, dans une certaine mesure, hein, de comprendre les écosystèmes et quand on voit des déséquilibres, ben, d'agir pour essayer de les rééquilibrer. Je cite un autre exemple qui concerne dans les Vosges, mais vous en trouverez beaucoup aussi dans vos régions. Dans les étangs, hein, il y a des espèces invasives, par exemple le poisson-chat. Et donc, il y a des moments où bah, le poisson-chat, il est vorace, il bouffe tout, il y a plus rien, quoi. Donc, ça nuit à la diversité des poissons qu'il y a dans les étangs. Alors, ben, pareil, à des moments donnés, ils ont introduit un autre poisson qui est encore plus vorace que le poisson-chat, qui s'appelait les black bass, me semble-t-il, qui les réduisait un peu, mais c'est pas suffisant. Au point qu'un étang qui est derrière chez moi récemment, ben, ils l'ont asséché. Ils l'ont asséché pour enlever physiquement, mécaniquement tous les poissons-chats qui étaient en excédent dans cet étang. Et ils l'ont rempli de nouveau en le repeuplant avec une meilleure diversité d'espèces de poissons. Ce sont d'autres exemples dans lesquels l'être humain intervient dans la nature. Alors, vous avez des personnes qui sont contraires à cela et qui encouragent, non, non, il faut laisser faire la nature. Chaque fois que l'homme intervient, il met le bazar. C'est vrai que nos connaissances ne sont pas parfaites, hein, mais d'un autre côté, bon, par exemple, il y a la sylviculture. Beaucoup de personnes sont contre la sylviculture, mais bon, là, je suis sur un bureau en bois. Faut bien, le bois, ça sert à beaucoup de choses. Donc voilà, la sylviculture, c'est aussi quelque chose qui est utile, hein, utile à l'être humain. Même s'il y a eu des erreurs faites dans la sylviculture, par exemple, ils ont planté trop d'épicéas, et des épicéas qui aujourd'hui, avec la monoculture, meurent à cause du scolyte, à cause du réchauffement climatique, etc. Mais bon, je discute de temps en temps avec le responsable de l'ONF qui habite à côté de chez moi, et il m'explique tout ce qu'ils font, et je trouve ça vraiment remarquable. Ils font plein de Irex, ils implantent des espèces qui viennent plus du sud de la France, donc qui résistent mieux à la chaleur, aux sécheresses, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une science hein, qui se développe pour essayer de faire ça le mieux possible. Voilà. Et donc, l'action intelligente, donc c'est un contrepoids établi par Dieu, hein, donc c'est en cela qu'on peut dire que on est des co-créateurs. Co-créateurs, on assiste quelque part Dieu, alors imparfaitement évidemment, puisqu'on n'est pas parfait, dans la création, hein. Donc la création, bah, c'est là, il y a la reproduction en fait partie, et bah, cette intervention sur la nature aussi. D'accord? Alors, les animaux donc, concourent aussi à cet équilibre, tant est qu'ils existent, hein. L'instinct de destruction qui leur a été donné, donc la chair qui se nourrit de la chair, fait que, tout en pourvoyant à leur propre conservation, comme on l'a vu dans la loi de conservation et la loi de destruction plus haut, ils arrêtent le développement excessif et peut-être dangereux des espèces animales et végétales dont ils se nourrissent. Voilà. Donc, c'est là où on voit ben, comment cette loi de destruction arrive à compenser cette loi de reproduction quand elle devient excessive. Voilà. Alors maintenant, donc on a parlé de la contraception, donc le spiritisme est quand même, il prévient un peu, il faut faire attention, il ne faut pas le faire de façon abusive, mais l'avortement, contrairement à ce que disent les catholiques, hein, qui eux bannissent l'avortement, les spirites, la philosophie spirit, elle n'est pas contre. Elle dit on peut le faire, mais avec mesure, hein, voilà, et pour des bonnes motivations. Par contre, l'avortement, là, la position de la philosophie spirit, basée sur des arguments, hein, elle est un peu plus réservée, hein, parce que l'avortement, donc on nous dit, d'après la question 358, hein, que la mère ou tout autre
commettra toujours une erreur en ôtant la vie à l'enfant avant sa naissance, car c'est empêcher l'âme de supporter les épreuves dont le corps devait être l'instrument. Donc, une âme, le but de la réincarnation, c'est l'évolution. Si on a accepté d'avoir des enfants par la loi de reproduction, on a accepté d'accueillir des âmes pour leur permettre un corps, pour les éduquer, pour leur permettre d'avoir une vie incarnée, et donc pour leur permettre d'évoluer. On est bien d'accord. Hein. Maintenant, ce que la philosophie spirit dit aussi, elle dit que à partir de la question, c'est à partir de quand se fait l'union de l'esprit avec le corps. Et c'est là où le spiritisme nous enseigne que cette union, elle commence dès la conception. C'est-à-dire, dès qu'il y a une ovule fécondée, eh ben, il y a déjà l'âme de l'esprit qui s'y réincarne, qui se lie à cet ovule fécondé. Donc, le processus d'incarnation, si vous voulez, commence dès la conception, hein, en ce qui concerne le lien entre l'esprit, hein, qui se réincarne, son père-esprit évidemment, et les premières cellules qui vont composer son corps. Hein. Quels sont Alors, on a dit, la préparation commence avant, hein, la planification, le fait que les parents se mettent d'accord d'accueillir tel esprit. Voilà, les accords entre les esprits se font avant, hein, avant la conception. Mais dès la conception, l'esprit est là. Il est même là un peu avant, hein, quand vous lisez des livres, un livre par exemple, Commissionnaire de la Lumière, il explique que le fait que les esprits, quand ils font la préparation, donc ils préparent ce qu'ils appellent les cartes chromosomiques de l'esprit qui va se réincarner. Donc déjà, est-ce qu'il faut avoir les bons X et Y pour être garçon ou fille, c'est un des premiers choix. Et ensuite, les autres caractéristiques générales du corps physique qu'ils vont avoir. Et donc, c'est là où les esprits ils prennent des éléments qui existent dans l'ADN du père et de la mère, hein, et comment dire, par des processus de magnétisation, le fait que cet esprit qui se réincarne se rapproche va faire plusieurs choses. Va faire que ce soit le bon ovule, hein, qui correspond au souhait qui se détache ce mois-là des ovaires pour descendre, hein, et aussi que ce soit le bon spermatozoïde sur les millions, hein, qui sont libérés au moment de la conception, que ce soit le bon de chaque côté qui s'unissent donc pour donner l'ovule qui aura un patrimoine ADN, hein, un ADN qui sera celui qui aura été souhaité. D'accord? L'ADN de l'ovule fécondé, hein, est différent de celui du père et de la mère, même si on reconnaît, hein, par les lois bien connues de l'hérédité, l'identification génétique et tout, hein, on reconnaît les briques qui sont venues du père et de la mère, mais l'ADN de l'ovule du fœtus, c'est un ADN spécifique à ce fœtus et spécifique à l'esprit qui se réincarne. Donc, ce n'est pas l'ADN ni du père ni de la mère. Et ça, c'est un des éléments qui va dans le sens de prouver que ben, cette union de l'esprit commence dès la conception. Donc, si maintenant on revient à l'avortement, qu'est-ce qui se passe? Ben, au bout de quelques semaines, hein, quand le fœtus est déjà formé, parfois quand le cœur bat déjà, hein, le cœur de l'embryon, il bat déjà au bout de quelques semaines, hein, ça va très très vite. Hein, et vous avez toute cette le développement en 3 dimensions, fonctionnellement, au niveau des organes et tout. Tout ça, ça part d'une seule cellule souche. Donc là encore, c'est une preuve qu'il y a bien quelque chose de spirituel qui sert de moule et qui sert de force, je dirais, qui dirige ce développement qui n'est pas anarchique, mais qui est parfaitement bien orienté. Hein. Et ben, au bout de quelques semaines, on décide d'interrompre ce processus. Hein, et donc, ça revient à faire quoi, en quelque sorte? Ben, l'âme qui est déjà là, incarnée, qui est en train de se réincarner dans cet embryon, eh ben, on l'expulse. Et c'est c'est de là que vient ce problème de l'avortement, en disant que bah, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Hein, l'esprit, il est déjà là. Il vaut mieux la contraception, hein, éviter, hein, que une fois que l'esprit est là, ben, l'éjecter, même s'il n'est pas encore né, hein,
son esprit est quand même déjà là, même au sein du ventre de la mère. L'embryon n'est pas une partie du corps de la mère, comme on entend souvent l'argument, hein, la mère est libre, les femmes sont libres de disposer de leur corps, et c'est vrai, hein, mais pas au détriment, la liberté de chacun doit s'arrêter là où elle empiète celle de l'autre. Et le fait d'expulser un esprit dans un corps en formation, c'est quelque part priver la liberté de cet esprit-là qui était en train de se réincarner. Et c'est ça, c'est là où il faut peser, quand on pèse les deux, on se dit, eh ben, l'avortement, comme c'est écrit là, c'est une erreur. Parfois, il y a des mots un peu plus durs, hein, mais moi, je préfère le mot erreur pour ne pas culpabiliser, pour ne pas juger. Voilà. Il vaut mieux la contraception, hein. Une fois comment dire, que la fécondation est là, il faut le maintenir, l'interrompre, c'est pas une bonne chose. Alors, après, il y a beaucoup d'arguments qui disent, on a fait un fascicule, là, je crois, sur l'avortement, je ne suis pas sûr. Il faudra que je regarde, je crois pas qu'on l'ait fait. Mais il y a beaucoup d'arguments qui viennent, qui disent, oui, mais en cas de viol, hein, ou l'autre, bah oui, mais le viol, c'est un traumatisme affreux, c'est quelque chose de tout à fait condamnable, etc. Voilà, ben, si après un viol, la personne qui a souffert ça tombe enceinte, hein, l'avortement, en fait, c'est comme on vient de le voir, on expulse un esprit qui est déjà en train de se réincarner. Ce serait presque comme rajouter un deuxième traumatisme au premier traumatisme qui a déjà été subi, hein. Que la mère puisse, ou même les parents, hein, puissent être libres de vouloir conserver l'enfant ou pas, c'est une autre question, hein. Donc, mais le fait donc, la meilleure solution dans ce cas-là, si vraiment la mère ne veut pas garder cet enfant, eh ben, c'est de le confier aux autorités, comment dire, aux services d'assistance de l'enfance qui existent à foison dans notre pays, hein, dans notre pays où vous avez 10 candidats pour adopter des enfants, pour un enfant à adopter, hein. Donc, il y a beaucoup d'autres solutions. Alors, évidemment, ça fait perdre 9 mois, mais on peut, je dirais, d'un point de vue spirit, si je devais faire une loi, ce serait de dire, OK, voilà, ben, on donne tous les congés, on compense financièrement, etc. On fait tout ce qu'il faut, hein, pour laisser naître cet enfant, hein, et éviter de faire l'avortement. Parce que l'avortement, d'un autre côté, en France, évidemment, il est légal depuis la loi Veil dans les années 70, hein. On a, je crois, si je me rappelle bien, 200 000 avortements par an. Donc, ça en fait, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de millions d'avortements qui ont déjà été faits en France. Donc, vous voyez, c'est significatif, hein. C'est pour 60 millions d'habitants, 15 millions, 200 000 chaque année, et puis 15 millions sur les 50 ans. Ça représente toute une génération, quoi. Ce sont des chiffres qui sont expressif, hein. Donc, on ne peut pas condamner l'avortement en France, pas déjà par le fait qu'il est légal, mais est-ce que pour autant c'est une bonne chose? Clairement, non. Et ce qui est souvent occulté, c'est qu'il y a souvent un manque d'information, hein. On dit non, mais l'assistante sociale ou le médecin ou la famille ou d'autres, non, non, il faut avorter. C'est un peu trop facile, quoi. Et donc, beaucoup de personnes avortent sous la pression de la famille ou autre, hein, des jeunes filles qui tombent enceintes ou le cas des viols, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors le cas quand le fœtus, par exemple, il y a des malformations, hein, voilà, la décision se prend quand même assez rapidement dans le sens de l'avortement. Mais donc, il y a un manque d'information et parfois, ça ne se passe pas très bien, hein. Les statistiques montrent que, enfin, comment dire, une enquête qui a été faite montre que plus de la moitié des personnes disent ce serait quand même mieux si on pouvait éviter l'avortement. Mais comme c'est tellement facile, ils le font quand même. Donc, c'est quand même considéré et perçu comme quelque chose de traumatique. Mais des fois, ça se fait de façon beaucoup plus forte, en ce sens que il y a des syndromes post-avortement avec des dépressions profondes, notamment chez la mère, mais aussi ça peut être chez d'autres personnes. Et ça, ce sont des choses qui sont dures, hein. Il y a des femmes qui en pleurent encore des années après, qui arrivent difficilement à se sortir de ces états dépressifs, hein, qui sont apparus suite à un avortement. Et souvent, ce sont
des choses qui sont occultées, hein. Les personnes qui décident d'avorter ou qu'on conseille à avorter, on les informe pas assez souvent de ce genre de conséquences qui sont possibles. Michel? Euh, En fait, bon, on parle de l'avortement, mais peut-être qu'on pourrait aussi parler de l'adoption. Oui. Le fait d'avorter empêche l'adoption aussi. Et alors, on voit bien que, comment dire, l'erreur quand on avorte, par contre, le fait de ne pas avorter, de garder l'enfant et de le proposer à l'adoption, eh bien, serait peut-être l'autre côté, c'est-à-dire le côté du bien. On se rend compte que en France, il y a beaucoup de couples qui cherchent à adopter. Ils ne peuvent pas parce qu'on a l'impression qu'adopter en France, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Et on voit ces gens-là partir avec des associations bien intentionnées qui partent eh bien, chercher un enfant dans des pays de l'Est, dans des pays d'Amérique du Sud, alors que le fait de ne pas avorter pourrait justement proposer à l'adoption, en France même, eh bien, des enfants qui sont plus proches de nous. Et c'est ça, Michel. Et puis, moi, je suis pareil, je suis bien placé pour le savoir. Donc, pour continuer l'histoire de tout à l'heure, on n'a pas eu d'enfant naturel pour différents facteurs qui peuvent expliquer une stérilité autant chez mon épouse que chez moi. Et donc, on a adopté un gamin. Et ce gamin, en fait, il est né à Belfort, dans la ville où on vivait. Et il a été, sa mère l'a accouché sous X. Donc ça existe déjà en France, hein. La mère qui est enceinte et qui veut pas garder son enfant, elle peut accoucher sous X, c'est-à-dire sans s'identifier. Et donc l'État, les services sociaux de l'enfance prennent cet enfant en charge. Et donc il y a un délai légal qui permet à la mère ou au père biologique de se rétracter, qui est de 2 mois, hein. Et donc, après 2 mois, ils ne peuvent plus se rétracter. Et donc, l'enfant, il est considéré légalement sans parents et donc adoptable. Et donc, nous, on nous avait proposé un enfant comme ça. Ben, il avait 2 mois et une semaine, quoi. Donc, on l'a eu vraiment tout petit. Donc, et pourquoi est-ce que c'est compliqué d'adopter? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de candidats que d'enfants à adopter. Donc, c'est sûr, ils font un peu les difficiles. Mais tu vois, c'est pas justifié, quoi, hein. Alors bon, c'est sûr, ils regardent qui on est ce qu'on s'entend bien, et ils viennent à la maison, ils viennent voir les conditions matérielles, la santé, il y a enfin vraiment, c'est vrai que c'est lourd, quoi, mais c'est faisable, hein, on peut y passer. Et après, ben, l'adoption dans les autres pays, c'est aussi quelque chose de bien. Mais à partir du moment où il existe des conventions entre les pays. Par exemple, il y a des pays où les parents pauvres vendent leurs enfants. Donc ça, en France, c'est absolument interdit. Il y a des pays où, comment dire, quand il y a des femmes ou des prostituées, des gens comme ça, on leur prend leurs enfants de force, contre leur gré. Et donc, ce genre de situation, c'est sûr qu'il faut les éviter à tout prix parce que ça peut, comment dire, si c'est quelque chose qui est avéré, ben, vous n'arriverez jamais à avoir l'adoption plénière de cet enfant, hein, parce que, comment dire, et c'est pour ça que, parce qu'il y a eu un abus quelque part, hein, et c'est pour ça qu'il existe ces lois et ces conventions internationales, donc qui permettent, comment dire, ces adoptions, avoir l'adoption plénière en France d'un enfant, même qui est né dans un pays plus pauvre, hein, où il y a plus d'enfants qui naissent, mais dans des conditions qui assurent justement qu'il n'y ait pas eu des abus ni financiers, ni on a pris l'enfant de force à sa famille. D'accord? Donc, voilà, c'est là où on voit, ben, c'est quelque part une forme de solidarité, hein. Euh, et donc, plutôt que d'avorter, ben, c'est clair que moi je pense que ces 15 millions d'enfants qui ont été avortés, ça porte, en fait, finalement, ça apporte un préjudice. Parce qu'il y aurait eu 15 millions de personnes, de jeunes, d'adultes, de travailleurs. Voilà, hein, c'est qu'on a perdu en France, hein, justement par l'avortement. Donc, quand on fait vraiment la réflexion globale,
c'est clair que ce serait bien, hein, que la législation évolue et puis qu'on réfléchisse un peu mieux, hein, et qu'on essaye plutôt de substituer l'avortement, parce que là aussi, dans les réunions médiumniques, on a eu des esprits qui ont été avortés, qui se sont communiqués, mais c'est pour l'esprit qui souffre, hein, parce que, comment dire, le corps, quand il est, l'embryon, quand il est extrait, il est quand même déchiqueté, quoi, et forcément, ça se répercute sur l'esprit et le père-esprit de celui qui est en train de se réincarner, quoi. Donc c'est quand même traumatisant, hein, je pense, pour les parents, pour la mère, hein, mais aussi pour l'esprit qui se réincarne. Et puis là, les esprits rebelles, ben, parfois persécutent leurs parents suite à cela. Et c'est ça qui explique ces syndromes post-avortement qui sont constatés, mais peut-être pas occultés, mais pas assez divulgués et informés. Vincent? Ouais, j'ai juste une question par rapport aux gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Moi, j'ai un cousin, par exemple, qui n'a pas pu avoir d'enfants. Je connais un couple qui n'a pas pu avoir d'enfants, alors qui a forcé, hein, qui a essayé de faire des... In vitro et compagnie. Ouais, qui a essayé d'avoir des enfants par la médecine, quoi, mais qui n'a jamais réussi. Qu'est-ce que dit le spiritisme par rapport à ça? Ah ben, il y a plusieurs causes, hein. Chez moi et chez mon épouse, ben, c'était physiologique. Pourquoi? Ben, moi, par intuition, je sens que c'était effectivement volontaire et c'est une conséquence d'abus que j'ai pu commettre dans des vies passées. Voilà, hein, je suis clair, je le dis, hein. Mon épouse, c'était probablement quelque chose de similaire. Alors, même si on ne sait pas, hein, mais prends l'exemple euh, des personnes qui ont justement abusé de l'avortement peuvent se retrouver dans une vie dans le problème inverse, quoi. Un problème de stérilité. Ça peut être une des raisons, hein, une des manières dont la loi de cause à effet peut provoquer, enfin faire de sorte que ce genre de choses apparaissent. Tu vois? Maintenant, nous, on a eu au moment où on a dit, bon, ben voilà, on ne peut pas en avoir, ça ne fonctionne pas, on a déjà 30 ans, 35 ans, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a décidé d'adopter, hein. Et donc, voilà, c'est quand tu veux vraiment un enfant, parce que beaucoup de gens disent, non, non, ou il est naturel ou je ne le veux pas. Donc, c'est là aussi, nous, comme on était déjà spirit, ben, il y a la réflexion entre les liens du sang et les liens du cœur. Voilà. Le fils qu'on a adopté, c'est un esprit qu'on a accueilli chez nous et puis on l'aime autant, voire même plus que si c'était notre indépendamment du lien du sang. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, hein. Et c'est vrai que aussi un enfant qui est abandonné peut ramener, hein, les psychologues l'expliquent bien, ce sentiment d'avoir été abandonné, la peur d'être de nouveau abandonné, hein, qui donne des réactions psychologiques, hein. Il faut être clair, toutes ces choses-là peuvent exister, hein. Mais ces choses-là existent aussi, on a des exemples, hein, une personne, par exemple, qui a l'intention d'avorter mais qui ne le fait pas, hein, eh ben, l'enfant qui est finalement né a eu exactement ces mêmes symptômes parce qu'il était conscient à un moment donné qu'ils étaient sur le point de l'avorter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, que ce soit naturel ou pas, voilà. Après, ben, comme le but, comme on vient de le voir, de la loi de reproduction de la vie en famille, ben, c'est la loi d'amour. C'est la loi d'amour qui aide comment dire, à surmonter toutes ces difficultés, hein, qui font partie de notre évolution. Alors, il y a Jackie qui a levé la main aussi. Oui, bonjour à tous. J'ai posé ma question par écrit, mais je préfère finalement la poser oralement. Comment dire, la loi Veil est considérée dans notre société comme une avancée sociale. Hein, on fait Oui. vraiment honneur à Madame Veil, à la loi qu'elle a fait passer sous Giscard. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que l'honneur qui est fait par la société, c'est pas justifié, voire même serait condamnable d'un point de vue spirit? Alors, l'honneur n'est pas justifié, ça je pense qu'on peut le dire. Par contre, le spirit, c'est la loi d'amour, hein. Condamner, le spirit ne condamne pas, hein.
Il n'est pas contre, Ok. il n'est pas contre l'avortement, C'est un il est jugement. pour la vie. Tu vois ce que je veux dire? En Oui. tant que spirit, il faut toujours qu'on essaie de se positionner dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vers le Alors, positif, quoi, plutôt on que dit, le on dit négatif. clairement que l'avortement, c'est une erreur, c'est pas une bonne chose, et on explique pourquoi, hein, les arguments que je viens de vous transmettre. Hein, donc, et donc, ça vient de quoi? L'essentiel des arguments du spiritisme qui montrent que l'avortement, c'est une erreur, ce sont des arguments qui sont basés sur le paradigme spiritualiste. D'accord? Pourquoi cette loi Veil est sortie et quelles sont les motivations des personnes qui sont mordicus en faveur de l'avortement? C'est parce qu'ils ont des motivations, la plupart d'entre eux, matérialistes. C'est-à-dire l'esprit n'existe pas. Le fœtus, c'est une chose, c'est pas un être vivant, tu vois. Le fœtus, c'est comme si c'était une tumeur ou une verrue ou une partie du corps physique de la mère qui lui appartient, alors que ce n'est pas le cas, tu vois. Donc il se base sur une prémisse fausse qui les fait arriver à revendiquer un droit qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature parce qu'il part d'une base de raisonnement qui est fausse, d'une hypothèse qui est fausse. Par un raisonnement juste, ils arrivent forcément à un résultat qui est faux. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Donc, fait. il faut qu'on travaille pour dire attention, hein, on a une âme, attention, le processus d'incarnation de l'âme commence dès la conception. Attention, l'avortement, ça revient à expulser une âme qui est déjà là. Alors, on va peut-être un peu loin et un peu fort en disant ça, mais c'est rien d'autre que la vérité selon le paradigme spiritualiste. On est bien d'accord, tu vois? On est d'accord. Maintenant, condamner des femmes qui ont avorté, on ne peut pas le faire. Parce qu'en France, sur 100 femmes, hein, quand tu as 100 femmes devant toi, il y en a 40 qui ont fait au moins un avortement dans cette vie. Tu vois? Donc, les Brésiliens, quand ils viennent, ils disent l'avortement, c'est un crime affreux, odieux, etc. T'imagines un peu la baffe que tu mets à ces 40 personnes? Tu peux pas faire ça. On ne peut pas faire Ah, ça en France. c'est Tu vois? violent. Il faut avoir le respect, l'amour du prochain. Même la personne qui se trompe, qui fait une erreur, ben, il faut avoir du respect, de l'empathie. Et voilà, il ne faut pas condamner. Hein. Qui sommes-nous pour condamner? Nous, on fait tellement d'erreurs nous-mêmes. On n'a pas l'autorité pour juger et condamner qui que ce soit. Par contre, avancer les arguments et puis expliquer voilà pourquoi c'est une erreur, aider les personnes à comprendre, ça, on ne peut pas s'omettre. Ça, il faut le faire. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Et que j'essaie de faire quand on a des conférences ou quand on parle de l'avortement ici ou là. Ouais, c'est très clair. Merci, cher. Voilà. Michel? Donc la veille, bon, je suis sûr que maintenant elle est dans le monde spirituel. Hein. Je suis sûr que la pauvre et même beaucoup d'autres, hein, ça doit peser un peu sur la conscience. Hein. Mais bon, voilà. Après, notre degré de responsabilité dépend si on le savait ou pas. Hein, c'est toujours pareil. Hein, on est libre, mais quand on fait quelque chose délibérément en sachant que c'est pas bien, on est beaucoup plus responsable que quand on fait quelque chose une erreur sans savoir que c'est pas bien. Tu vois. Donc voilà. Mais forcément, une erreur, c'est une erreur. Hein. Donc, je pense que Simone Veil, si un jour elle se réincarne, ce sera peut-être une activiste pour la vie hein, et plus pour l'avortement. Voilà. Alors, Jackie, oui, je crois que tu as fini. Sinon, il y a Michel. Oui, en fait, j'ai une question à propos du mariage et de la séparation. On a vu que dans le monde spirituel, on prévoit son mariage. On a des communications spirites dans ce sens. Et qu'on Oui. prévoit notre union sur la terre. Est-ce qu'on prévoit aussi les séparations ou les unions suivantes? Est-ce qu'on a des communications dans ce sens-là ou non? Alors, on ne peut pas tout prévoir. Hein. Si tout était prévu, on n'aurait plus notre libre arbitre. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'aurais tendance à dire que le fait de commettre un avortement, c'est pas prévu. On le commet en utilisant notre libre arbitre. Le fait de se séparer, hein, je pense aussi que dans la plupart des cas, c'est pas prévu. On le fait suivant notre libre arbitre.
le spiritisme n'est pas contre la séparation non plus, hein. Il est contre rien, c'est ce que je viens de dire. Il est pour l'amour. Mais dans un couple, quand ça se passe mal, quand il commence à y avoir des violences, il ne faut pas attendre qu'il y ait des blessés ou un mort, tu vois. Il vaut mieux se séparer quand ça ne va plus. Donc le spiritisme n'est pas du tout contre le divorce, hein, pas du tout. Quand vraiment ça ne va pas, ben voilà, il faut séparer de fait, officiellement, ce qui est déjà séparé de fait. D'accord? Mais est-ce que c'est prévu? Non. Si tu veux, quand une situation comme ça se présente, c'est parce que ben, des deux esprits qui devraient se réconcilier n'y arrivent pas, tu vois. Mais il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'ils y arrivent à se réconcilier. Le but, c'est ça. Mais parfois, on peut comprendre que ben, ils n'y arrivent pas et qu'il leur faudra ben, une deuxième vie ou peut-être une troisième pour y arriver. Donc, tout n'est pas prévu, hein. Il faut le libre arbitre, on l'a, hein, et si tout était prévu, ce serait du déterminisme, mais ce n'est pas le cas. Par contre, les esprits, les guides, eux, ils savent, ils nous connaissent, et, difficilement ils y arriveront dans cette existence, tu vois. Ils te mettront, disons, 90% de chances que ça va claquer, mais après, il y a des cas où c'est 50-50, et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, bon, ben, ça se passera mieux la prochaine fois, tu vois. Il Voilà. prévoit des plans B dans ce cas-là? Ben, je pense, oui. Après, ben, parce que c'est pareil, tout n'est pas gravé dans le marbre. On fait un plan de vie, mais le plan de vie peut se renégocier. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit de temps en temps, hein. Il y a un mariage qui se passe mal, et puis souvent, ben, le deuxième, il se passe très bien, quoi, hein. Donc voilà, le but, c'est d'apprendre la loi d'amour, et à partir du moment où ce but est atteint, ben, tant mieux, hein. Et si on veut se corriger d'un défaut et qu'on y arrive plus vite que prévu, ben on change le plan, hein. C'est renégocier tout ça, hein. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. On a quand même le libre arbitre, hein. Ça, c'est le déterminisme. Non, tout n'est pas prévu d'avance. Les grandes lignes uniquement. Les détails, c'est nous qui les décidons au fur et à mesure. Stéphane? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je voulais juste revenir un petit peu sur la question de la loi Veil, en écartant, même si c'est plus important, le côté spiritualiste, mais simplement au niveau de l'intention de cette loi, lorsqu'elle a été promulguée. L'idée, c'était quand même aussi d'écarter un petit peu les déséquilibres de la domination d'un homme qui allait imposer sa volonté aux femmes. Oui. L'idée, c'était aussi que certaines femmes ne pouvaient pas aller avorter à l'étranger. Certaines le faisaient parce qu'elles en avaient les moyens, d'autres mouraient en couche parce qu'il y avait les faiseuses d'anges, comme on disait. Voilà, donc bon, évidemment, d'un point de vue spiritualiste, tu l'as très bien expliqué, les conséquences, elles sont à un autre niveau. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'intention de cette loi et de ce qu'a fait Simone Veil, il y avait quand même des idées plutôt égalitaristes, même si la finalité, évidemment, elle a d'autres Oui, conséquences. oui, oui, c'est clair, hein, que tout ça, on peut le comprendre, mais quand on y réfléchit, on se voit que même dans ces cas si difficiles et compliqués, il y a d'autres solutions à l'avortement, tu vois. À partir du moment où tu dis de l'avortement, tu t'expulses un esprit de son corps, tu te dis, bon, attends, ça, c'est quand même quelque chose que je ne peux pas faire. Bon, alors, il y a quelqu'un qui a imposé à une fille quelque chose. Bon, ben, il y a d'autres moyens de prendre ça en charge. Des accouchements sous X ou d'autres, tu vois, il y a toujours, c'est là où il faut toujours peser le pour et le contre. Et c'est justement une bonne introduction que tu nous dis, Stéphane, par rapport au dernier point qu'il faut qu'on voit encore aujourd'hui, parce que il va falloir que j'aille rejoindre les personnes qui m'hébergent. Le seul cas où l'avortement est justifié, c'est l'avortement thérapeutique, hein. Quand la vie de la mère est en danger par la naissance de l'enfant, il vaut mieux sacrifier l'être qui n'existe pas ou qui est en préparation à l'être qui existe déjà. D'accord? Donc, l'avortement thérapeutique, il est justifié dans ce cas-là, hein, le spiritisme, où les esprits sont clairs, ils sont ouverts à l'avortement thérapeutique, hein. Donc, voilà. Et ça arrive souvent. Les médecins sont souvent obligés de faire des choix, malheureusement, hein. Dans le Covid, on l'a encore vu. J'ai plus de place dans les soins intensifs. Bon, ben, qui je prends et qui je laisse sur le carreau, quoi, hein.
Voilà, et après, il y a des critères du genre, bon, celui-là, il a encore une espérance de vie de temps, celui-là, il a une espérance de vie de temps. Donc, ils ont certains critères de bon sens, hein, comme c'est le cas ici, qui leur permettent de faire des choix. Hein. Cet esprit, il est déjà là, mais il est en voie de se réincarner. Hein. L'incarnation, elle est complète que à la naissance, et même l'esprit est complètement dans son corps que vers l'âge de 7 ans. Hein. Donc, ils disent, bon, ben voilà, si vraiment la mère, elle a 9 chances sur 10 de mourir par l'accouchement, il vaut mieux faire cet avortement thérapeutique. Voilà. Alors, je vais, désolé, couper court aujourd'hui. Il faut que je rejoigne il y a une deuxième activité là qui commence d'ici peu à Genève, sur la commémoration de ces 50 ans de ce centre. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Vous avez le texte, je peux vous le renvoyer. Vous pouvez lire tous les arguments jusqu'au bout. On remercie aussi les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche. Merci Charles. À Bon bientôt. dimanche à toi. Bon dimanche à tous. Merci Charles. Bon Bon dimanche à dimanche à tous. tous, Charles. Bon Au revoir. dimanche à tous. Au revoir.